Pierre Boutan, voilà bien la première fois de ma vie que je vous vois dans le courant de la mode. Mais encore, ça n'est point parce que vous suivez la mode, mais la mode vous a rejoint. Car effectivement, Catherine Pozzi, grâce à la publication par les soins de Claire Pollan de son journal et la publication de son magnifique Peau d'âme, est devenue un auteur auquel on s'intéresse, et non pas seulement parce qu'elle a été la compagne de Paul Valéry. Mais il se trouve que dans votre cas, à vous, l'attrait que vous aviez pour Catherine Pozzi ne vient pas de cette dernière saison, mais bien antérieure, et même très antérieure, et vous aviez découvert à la fois son génie littéraire et sa grande hauteur à la fois spirituelle et intellectuelle lorsque vous étiez très jeune. Il y a très longtemps, en effet, ça fait à peu près un demi-siècle. Plus d'un demi-siècle. Mais ça tient à des hasards en partie. Un des premiers hasards, c'est que je suis tombé sur Peau d'âme. Je suis tombé très tôt sur Peau d'âme et j'ai été arrêté par le nom même de la grande amie de Karine Pozzi. C'est-à-dire Gérard Douville, n'est-ce pas, qui était un des personnages qui avait intéressé beaucoup Maurras dans l'avenir de l'intelligence, dans tout ce qui concernait les femmes, le romantisme féminin. Alors il y a eu ça, et il y a eu quand je me trouvais dans des coins perdus dans le désert, on me recopiait pieusement des poèmes, il n'y en a pas beaucoup, on trouvait le moyen de m'en recopier, des poèmes de Karine Pozzi qui étaient des choses merveilleuses, qui vous saisissaient l'âme pour toujours. Ce qui fait que j'étais presque résigné, j'avais suivi la question autant que j'avais pu, j'en avais parlé au cours des années, je même mêlé Karine Pozzi à une thèse d'état de philosophie, il y a déjà beaucoup d'années, ça. C'était pas du tout du clandestin, c'était pas secret, mais ça passait, grâce à Dieu, complètement inaperçu. Puis tout d'un coup, ça a été la foire. Ça a été la foire avec tous les contresens que ça comporte, les âneries inévitables, mais je ne me plains pas, c'est très bien. Ça donne l'occasion de rectifier certaines grosses erreurs. Et cette foire est venue parce qu'il y a eu la publication du journal. Est-ce qu'à travers ce que vous avez lu du journal publié ou à travers des éléments inédits que vous auriez pu lire, vous avez une transformation de l'image que vous faites de Karine Pozzi? Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne me sers pas de ce qu'on m'a apporté dans l'ensemble. Sinon, le journal a confirmé. Le journal, quand même. Le journal a confirmé absolument. Vous citez quand même un très beau travail fait par Claire Pollan. Oui, vous citez à plusieurs reprises le journal dans votre livre. Mais tout le reste a été n'a pas apporté grand-chose. Et surtout, pas l'édition des poèmes ne m'a rien apporté, sauf quelques erreurs dans certains cas. Le Peau d'âme, l'édition actuelle, ne m'a rien apporté, sauf des contresens monumentaux. Ça a été fait un petit peu au hasard. C'est quelqu'un qui s'est trouvé touché à la question. Les choses qui se font par hasard comme ça ne sont pas bonnes, sauf quand c'est la Providence qui s'en mêle, alors ça devient génial. Mais dans ce cas, ça ne l'était pas, ce qui fait que j'ai sous la main mon édition de Karine Pozzi, mon édition des poèmes, très ancienne, et j'ai même l'édition originale de Peau d'âme sous les yeux et sous la main. Ça donne un ouvrage de Pierre Boutan, Karine Pozzi et la quête de l'immortalité, publié aux éditions de La Différence. À mon sens, c'est un de vos plus beaux livres, parce que l'on sent effectivement que la passion que vous venez d'exprimer se retrouve dans ce livre, dans votre relation avec l'œuvre de Karine Pozzi, et vous vous trouvez en face d'une âme, je dirais, qui est pratiquement à la hauteur de la vôtre, dans sa quête d'absolu ou dans sa quête d'immortalité, et qui, de plus, a de très grande qualité littéraire, car il est absolument évident, tout à l'heure je citerai peut-être une page absolument magnifique que vous donnez, où elle parle du Jardin de Juillet, il est absolument évident qu'on est en face d'un très grand écrivain. Mais avant de parler de ses qualités d'écrivain, il est évident que c'est son ascension spirituelle, ou plutôt sa volonté d'essayer de trouver Dieu, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle l'ait trouvé si facilement. Vous-même, vous dites que elle a des moments d'extase mystique de temps en temps. Ce n'est pas évident chez elle. C'est pas du tout la vie d'une sainte ou de quelqu'un qui a trouvé sa réalisation spirituelle d'un seul coup. Elle se bat tout le temps avec cet absolu. Et il est évident qu'un homme comme vous, Pierre Boutan, ne pouvait être fasciné que par l'exigence de cette quête qu'elle a menée toute sa vie. C'est l'âme la plus proche de celle de Catherine de Sienne, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle cite Catherine de Sienne dans certains cas. Oui. Et les influences religieuses qu'elle a subies sont réelles, mais il y avait des contre-influences, et il y avait toute son époque. Et ce qui en elle, c'est ce qui m'a intéressé très vite, c'est la femme. Elle m'a permis de poser clairement et raisonnablement tous les problèmes autour desquels je tournais à travers le banquet de Platon et dans tout ce qui était mon travail, et de comprendre assez sérieusement ce que Maurras avait bien pu vouloir dire dans le romantisme féminin, qui est un des textes, tout à fait indépendamment d'ailleurs de la politique, un des textes de Maurras qui reste
intact et qui montre dans Alors, Maurras comment, des comment faites-vous le ouvertures. lien de Maurras à Pozzi? Ah, parce qu'il y est, parce que Gérard Douville est une des 5 sirènes ou muses Oui, mais- dont il a parlé dans le Oui, romantisme mais féminin. pas Karine Pozzi. Mais Donc, Karine Pozzi était l'amie intime de Gérard Douville. Elles ont vécu ensemble. Et d'ailleurs, le Maurras citait beaucoup Gérard Douville et a réfléchi à propos d'elle aux questions qui vont faire rêver la jeunesse de Karine Pozzi. Oui. La jeunesse et l'âge mûr. Karine Pozzi est allée très au-delà de Gérard Douville. et vous Karine- tenez pour plausible que Karine Pozzi a lu Maurras. Ah, elle avait sûrement. D'abord, elle avait lu beaucoup de choses. Elle connaissait bien les milieux d'action française qui étaient un peu partout autour d'elle, quelquefois très très près d'elle, n'est-ce pas? Et il n'y a pas seulement ça. Il y a que un texte. On ne peut pas, quand Karine Pozzi est un amie très intime au point qu'on a supposé des tas de choses fausses à son sujet et au sujet de Gérard Douville, elle ne pouvait pas avoir son amie intime, héroïne, c'était vraiment comme une héroïne, une des 5 héroïnes d'un livre ayant l'importance du romantisme féminin de Maurras, sans aller par curiosité voir ce qu'on pouvait bien dire d'elle. C'était venu après, assez tard, mais ça a été tout à fait important. Je suis sûr qu'elle l'avait lu. L'œuvre que laisse Karine Pozzi, donc c'est ce journal qui a été publié, c'est ce pot d'âme dont vous avez ici la première édition, et des poèmes. Parlons de ce pot d'âme. Tout de suite, on est frappé par ce qui peut sembler une sorte de jeu de mots, pot d'âme, pot d'âne. Et vous sautez bien évidemment dans cette brèche qui a été ouverte volontairement par elle-même pour passer de ce qu'elle a voulu dire dans Peau d'âme, d'ailleurs, qui est très significatif de son approche de la réalité, à la fois sensuelle et métaphysique, hein, parce qu'on sera tout le temps, on l'est tout le temps dans votre livre, on l'est tout le temps avec l'œuvre de Karine Pozzi, dans le sensuel et le métaphysique. Le métaphysique par le sensuel. Comme le banquet de Platon. Comme le banquet de Exactement. Platon, oui. D'où la présence, effectivement, de Platon très souvent dans votre livre. Mais alors, ce que vous rajoutez de plus par rapport à tout cela, à ce qui est signé dans Peau d'âme de manière explicite, vous rajoutez d'une manière souterraine un lien avec Peau d'âne, et sûr. donc une relation particulière avec le père. Certainement. Relation avec le père, et pas seulement ça. Relation avec le malheur, relation avec la misère, relation avec le corps. Et même quand... Relation... Les 2 histoires qui se ressemblent extrêmement, même dans les histoires de robes, n'est-ce pas? Les robes de milliardaires qu'avait quelquefois Karine Pozzi, mais lui faisaient poser les mêmes questions que celles qui se posent à cette fille de roi qu'est Peau d'âne. Avant d'être la misérable et la malheureuse, la Peau d'âne de Perrault a été fille de roi. Et quant à elle, Karine Pozzi est la fille d'un médecin prodigieux, quelquefois peut-être de sottise, car il a trouvé le moyen, cet homme-là, d'être le modèle, le véritable modèle, oui, de Proust. Hein, oui, il est un des personnages de Proust. Vous citez les passages. Le fameux docteur Cottard, qui est particulièrement imbécile. Mais attention, le père de Karine Pozzi n'était pas imbécile. C'est un point de vue. Il y a quelquefois plus de ressemblance entre la mère de Karine Pozzi et la femme de Cottard. Hein, qu'il n'y a de ressemblance entre Cottard et Proust. Oui, père, oui. Mais ce qu'il y avait donc fille d'un homme immensément riche, à qui il est arrivé des tas de choses, qui a été assassiné par, semble-t-il, un patient, un malade. Il était gynécologue, cet homme. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a sûrement des choses faramineuses. On cherche toujours là, il y a des années que ça existe. Je ne suis pas fureteur, je ne suis pas biographe, je n'aime pas ça. Mais je suis sur le dossier de la préfecture de police, très intéressant. Tout de même, Samuel Pozzi a eu les funérailles nationales. En 18, en pleine guerre. Et Clémenceau s'occupait de lui tout le temps, il s'est opéré lui-même. Qu'est-ce qu'il y a eu comme histoire? Est-ce l'assassin a commis le suicide tout aussitôt après? Mais on n'a pas cherché trop les raisons. Pourquoi diable cet homme avait-il tué Samuel? Histoire mystérieuse, aussi mystérieuse que l'histoire du père de Peau d'âne. Et cette Peau d'âne, dans tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle dit de lui, c'est la destinée de Karine Pozzi. Il y a des pages saisissantes de confidences sur le malheur et Karine Pozzi. Hein. Et sans tomber dans la psychologie, car après tout... Psyché de peine, dit-elle. La psychologie n'est pas votre monde. Vous préférez aller tout droit vers le haut et vers la métaphysique, mais sans entrer dans la psychologie, vous faites aussi une relation entre le rôle du père dans Peau d'âne, le conte de Perrault, c'est-à-dire le père qui poursuit sa fille, mais la fille qui a quand même besoin d'essayer éventuellement de séduire le père, et vous retrouvez à peu près le même schéma. Mais qui fuit l'inceste.
qui Dans fuit Bodin l'inceste, aussi. oui. Ah, ça, c'est Alors, certain. et vous retrouvez ça dans Karine Pozzi comme si elle avait eu besoin, soit à travers son œuvre, soit à travers sa vie, d'une certaine manière de séduire son père, ou de le Oh, récupérer parce qu'il y avait une séparation entre son père et Oui, sa mère. toute fille, quand le père est extraordinaire et que la fille ne l'est pas moins, il y a un phénomène de séduction, d'attirance réciproque entre fils et père. C'est pas de la psychanalyse, ça c'est élémentaire. Mais ce qui est étrange, c'est quand ça prend consistance et quand il y a des phénomènes de fuite, comme la fuite en Angleterre, comme la formidable raclée qu'elle a reçue de son père, tout ce qu'on trouve dans le journal, que les gens n'ont même pas vu. Elle a tout dit dans ce journal, on trouve tout. Le Oui. rapport à sa mère et le rapport à son père, et Oui, toute sa son vie. père la frappe un jour parce Oui, que... il l'a frappé même plusieurs fois. Oui, plusieurs sûrement. fois, mais en tout cas une fois au moins, parce que il a l'impression qu'elle a pris le parti de sa mère. Hein. Oui, Oui. oui, Donc, et pas seulement pour par, ça. par une sorte de dépit presque amoureux, à ce moment-là, Oui. le père crée un fossé, mais un fossé qui va en Oui. quelque sorte enrichir le sentiment de Karine Pozzi pour son père. Oui, je suis moins affirmatif que vous dans les hypothèses, mais enfin, il suffit de lire. Il y a un petit roman qu'elle a écrit, dont j'ai parlé un petit peu, très peu, c'est le roman qui s'appelle Agnès, Oui. qui est apparu dans la NRF. Et il y a des histoires de téléphone qui sont absolument merveilleuses. La première personne qui a compris ce qui peut se passer au téléphone quand ce sont de vraies conversations, c'est Karine Pozzi. La quête de Dieu chez Karine Pozzi, parce qu'après tout, c'est quand même ce qui vous intéresse le plus C'est une chez quête cette constante. figure. C'est une quête constante. Ça n'a jamais cessé. Ça a été ça depuis toute petite. C'est cela. Ce qui l'intéressait, ça n'était aussi que ça. Sa curiosité pour la Grèce et pour la jointure entre la Grèce et l'Évangile. La quête du rapport effectif à Dieu, la quête mystique, mais une mystique qui veut ne pas se perdre, ne pas perdre la conscience, qui se retient à l'intérieur de la lucidité. Et l'idée, alors où ça mène très loin, c'est lorsque cette quête de Dieu prend la forme de y aller vers Dieu, y aller déjà, commencer le voyage, et où la poétique devient essentiellement un moyen d'aller vers Dieu. J'ai essayé d'expliquer que ces poèmes, ce sont des vaisseaux de l'espace. Et c'est ça, donc... Et on ne peut pas les juger d'après une esthétique ordinaire. Et ce qu'il y a derrière, ce Dieu vers lequel elle va, ne serait peut-être pas toujours le Dieu catholique, mais elle l'a voulu passionnément catholique. Et plus le temps passait, plus elle rejoignait le catholicisme le plus sacramentel, le plus orthodoxe, le plus véritable. Elle qui était quand même de formation un esprit libre, très ouvert au domaine des sciences et, comme vous l'avez rappelé, très imprégné de différentes formes de culture, finit par une sorte de modestie supérieure, qui est celle effectivement de l'itinéraire spirituel, par accepter la soumission complète à l'Église. Oui, et comme en France, ce qui facilite les choses, il y avait des jointures avec la tradition catholique, des jointures très fortes du côté de sa mère et du côté de ses grands-parents, et même des deux côtés. Il y a des jointures avec le protestantisme, bien qu'elle soit aussi peu protestante qu'il est possible. Oui, du côté de son père, effectivement, son père Pozzi était d'origine italienne, mais passé par la Suisse et donc devenu protestant à ce moment-là. Votre ouvrage, Pierre Boutan, La quête de l'immortalité. Immortalité n'est pas l'extase mystique, ce sont deux choses différentes. Du tout. C'est la quête de l'immortalité, d'abord de la démonstration de l'immortalité et de sa possibilité. Ce qui n'a été possible, justement, qui n'a pris corps, c'est le cas de le dire, qu'avec une théorie du rapport entre le sensible et l'intelligible. Et cette quête du rapport entre le sensible et l'intelligible, c'est toute sa philosophie et ses peaux d'âme. Et c'est ce qu'il y a dans... Vous savez qu'il y avait dans le livre de Maurras dont j'ai parlé, il y avait à un moment les mots « l'épiderme de l'âme ». Alors on s'est cassé la tête pour chercher des origines à cette peau d'âme, des origines indiennes, on est allé à Katmandou ou n'importe où pour essayer de trouver des explications. L'explication était très simple. L'épiderme de l'âme, c'était ça. Quelque chose qui est à la jointure proche du sensible et de l'intelligible. Quelque chose de très proche à la fois du banquet de Platon, mais d'un texte que j'utilise abondamment. Alors là, je suis sûr qu'elle l'avait lu. C'est le tête de Platon. Oui. Elle avait lu tout Platon. Cher Pierre Boutan, on n'a pas besoin de Maurras. On a l'incarnation. Oui, mais on a besoin, pas chez les intellectuels, malheureusement. La religion chrétienne est là pour nous rappeler que le divin est cher. Je veux dire, on nous le rappelle tous les dimanches quand même. Oui, mais il s'agissait Pourquoi aller chercher dans Maurras? Quand ça y est, c'est très méritoire que ça y soit, parce que la manière dont ça y est dans Maurras, c'est une manière très étonnante pour quelqu'un qui n'avait pas à l'origine la foi. Vous savez, il y a un texte qui s'appelle Corps glorieux de Maurras. Les substances sacrées ne se perdent pas, mais elles font retour au corps du monde où chacun les retrouvera pour peu que le monde ait un cœur. Ce texte de Corps glorieux, c'est un texte pleinement
tellement chrétien. Maurras a rejoint, c'est intéressant ça, a rejoint le christianisme. Il n'avait pas besoin de ça pour nous qui sommes nés catholiques, par exemple. Mais pour Maurras, qui avait perdu la foi comme on perd un objet, ce qui est assez ridicule en soi-même, eh bien, pour Maurras, il fallait retrouver à travers le sacramentel. Et le sacrement par lequel Maurras retrouvait, c'était le sacrement de la résurrection des corps, le plus difficile à admettre et celui qui était le plus important pour Karine Pozzi. Car c'est cela qui l'appâtait, qui l'appelait, qui était plus fort que tous ses refus et que tous ses doutes. Le dogme de la résurrection des corps, rendu possible quand elle a trouvé le moyen, ce que Maurras ne pouvait pas trouver, lui, c'est pas son genre, ni sa partie, quand elle a trouvé la jointure dans la physique moderne. Voilà, et qu'elle a pu... Alors, tout un apport de votre livre, c'est de bien montrer combien elle était imprégnée de physique moderne, et sa quête littéraire, sa quête spirituelle, c'est tout le temps baigné dans les découvertes de la physique de l'époque. Le moment d'ailleurs où les grands physiciens de l'époque sortent de l'univers matérialiste du 19e siècle pour découvrir des éléments justement de la connaissance qui peuvent porter vers une forme d'absolu. Oui, c'était déjà fait en grande partie par d'autres avant Karine Pozzi. Il y a dans ce livre des choses que personne n'a dites, je crois, l'importance accordée à Duhem, Pierre Duhem, le grand physicien, qui est bien avant, nettement avant Karine Pozzi, et qui a été persécuté par son époque, qui a été vraiment tout à fait maltraité. Eh bien, Karine Pozzi n'a pas été tellement sensible à Duhem. Elle a été sensible à d'autres. Et pourtant, Duhem préludait à ce qu'elle allait dire. Et là, il y a tout un... Difficile de parler de cette physique de Karine Pozzi, j'en ai parlé beaucoup dans mon livre. Mais déjà, en parler dans un livre où on ne peut pas apporter tout le contenu des démonstrations, mathématiques en particulier, c'est difficile. Mais à plus forte raison, parler maintenant de la manière dont j'en parle, ça serait quasi impossible. Mais ça, c'est un des rares points où il faut vraiment lire ce que j'ai essayé de prouver, d'établir à l'intérieur de l'œuvre de Karine Pozzi. Alors, ce qu'on découvre aussi à travers votre ouvrage, c'est l'extraordinaire qualité littéraire de Karine Pozzi. Témoin cette page que vous donnez, qui est extraite du journal, donc du dernier texte publié. Elle écrit ceci. Donc, à partir du moment où c'est un journal, en plus, ce n'est pas une œuvre faite pour être publiée dans l'immédiat, ce n'est pas une œuvre travaillée, ce qui prouve effectivement qu'il s'agit là d'un génie spontané, et non pas de fruit du travail. Le jardin de Juillet s'étendait sans limite, car les paysans de ce pays n'élèvent pas de murs entre leurs vignes, seulement des haies qui sont aux pampres confondus. Un espace de fleurs divisé par 4 allées droites, de quoi marcher 100 pas, laisser marcher la fantaisie sur 100 hectares, des cèpes au ciel. Des cèpes au ciel, c'est magnifique ça. Mais à vos pieds, les passes velours, trop nombreux par tiges, ronds comme des mandarines, un frelon au cœur, envoyez jusqu'à vos genoux une odeur orange. Et à votre main, la couleur de votre sang avait fait une seule rose, et elle approfondissait l'azur, vous étiez assis sur un banc. C'étaient les dahlias que vous regardiez. Ils jouaient déjà dans l'automne. Ils étaient déjà, ce matin, dans le faste soir. Ils accompagnaient déjà de cris épanouis les raisins qui n'étaient pas mûrs, comme au champ des vendanges passées. Soudain, vous entendîtes les jours passés. Ils résonnaient sous ce jour-ci, et non pas dans votre mémoire. Ils n'étaient pas en votre corps, mais dans les choses, dehors, plutôt. Ils étaient on ne sait où, entre les choses et vous. Ce n'était pas du souvenir, mais du sentir. Une fissure, une faille de temps, ouverte plus qu'aux entrailles de la conscience, rejoignait un élément nouvel, inépuisable, troublement pur, où des instants passés, pareils à celui-ci, étaient pris. Alors j'arrête là cette lecture, mais elle est extraordinaire de richesse et de contenu. Comment on passe d'une sensualité assez foisonnante, belle, mais on a l'impression qu'on est simplement dans l'univers des formes, et à travers le souvenir, on passe tout de suite dans une interrogation très profonde sur le temps et sur la durée. Oui, comme chez Proust, et le mais glissement, bien au-delà. Oui, et le glissement se fait en souplesse extraordinaire, sans rhétorique. Oui, et ça va avoir une importance considérable dans toute l'œuvre de Karine Pozzi et dans la suite, parce que ça n'est pas comme Proust, ça n'est pas le souvenir proustien, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui va passer dans l'âme même, car la manière dont il y a résurrection des corps, et dont l'âme persiste est liée à ce mode d'être. Et il y a un moment de la vie de Karine Pozzi où elle a senti cela tragiquement. C'est le moment où elle a vu, c'est les passages prophétiques, où elle a vu le nazisme, par exemple. Elle a vu tout d'un coup arriver une France qui allait se faire battre. Elle disait, ironiquement, ce n'est sûrement pas les individualistes, et on ne fera pas une armée pour se défendre contre les nazis avec Monsieur Gide, etc.
Elle était très sévère pour eux. Mais elle ajoutait aussitôt... Vous aussi, d'ailleurs. À l'égard de l'occasion, j'étais... Non, vous l'êtes toujours dans ce livre. Vous êtes fidèle à vous-même. C'est-à-dire, elle l'était. C'est-à-dire, elle voyait très bien que cet individualisme abstrait, fondé sur une physique chimérique, sur un rationalisme de pacotille, ne conduirait pas un pays à se défendre. Or, ce qu'elle voulait, elle voyait très bien qu'il y avait de l'autre côté le sang, la race. Et elle ne préférait pas. Elle voyait bien que c'était horrible, elle le disait. Mais elle disait, pour battre cela, il faudrait une armée de saints, et non pas une armée de guignols abstraits, n'est-ce pas ? Ni, bien sûr, des gens pareils qui ne penseraient qu'à la race. Oui, la race et à l'histoire. Une armée de saints, ça veut dire que le combat ne se fait pas avec les armes terrestres et les armes matérielles. Elle dit que ça se fera, elle pense avec le Christ. Mais elle n'exclut pas. Elle n'exclut pas que ce soit des gens qui se battent vraiment. Elle n'exclut rien du tout. Elle n'exclut rien. Voilà. Elle dit qu'il faudrait que ceux qui battront les chevaliers du sang, les chevaliers de la race, seront des gens qui auront dépassé, qui accepteront toute cette hérédité, toute cette histoire, comme dans le Jardin de Juillet, mais qui iront par-delà ce Jardin de Juillet, à la fois en deçà et par-delà, qui retrouveront le paradis originel. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Simone Veil, quelques années après, disait exactement la même chose. Ça m'a frappé. D'ailleurs, vous la citez une ou deux reprises à propos d'une affaire de concept hindou, mais j'ai été frappé tout au long de cette lecture de similitudes éventuellement possibles entre Karine Pozzi et Simone Veil. Bien sûr. Mais la Purva, quand je la cite à propos de la Purva, c'est la même chose au fond. Bien sûr, ce sont deux personnages extrêmement proches l'un de l'autre, avec deux sensibilités tout à fait différentes, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'il y a quand même une acceptation de la vie plus forte et plus enthousiaste chez Karine Pozzi qu'il n'y en a qu'elle n'est chez Simone Veil. Oui, une acceptation et un refus à la fois plus fort. Et une connaissance de quelque chose, je crois que Simone Veil n'a pas connu la douleur physique comme Karine Pozzi a connu la douleur physique. C'est tout à fait essentiel, ce mode de vivre dans la douleur. Elle a connu toutes sortes de difficultés, de malheurs, de maladies à la fin, mais ça n'a rien à voir avec la longue agonie de Karine Pozzi. Oui. Simone Veil a eu la chance de ne pas connaître Valérie aussi, qui est une épreuve particulièrement rude et terrible, qui est la plus terrible épreuve qu'elle ait subie. Épreuve volontaire. Pourquoi parlez-vous d'épreuve volontaire. Est-ce qu'on sait ce qui est volontaire ? Est-ce qu'on sait ce que l'histrionisme des hommes de lettres peut provoquer chez une femme noble et qui a été toujours intéressée, comme on dit, par la littérature ? Non, je ne veux même pas parler beaucoup de Valérie, je n'en parle Vous en parlez assez peu. J'en parle assez peu. Ouais. Parce que ça n'est pas très gentiment, ça n'est ni un être grand, ni un être noble. Elle a d'ailleurs des mots que je n'ai même pas osé citer dans certains cas. Terrible pour Valérie. Mais elle l'a aimé, ça n'empêche pas. Mais elle avait l'impression d'aimer quelqu'un qu'elle qualifie, comme je ne le qualifierais pas. Mais ce qui est vrai, ça m'est égal, Valérie était ce qu'il voulait. Mais vous voulez dire qu'il n'était pas sur la même hauteur spirituelle ? Non, voilà. Valérie ne comprenait rien n'était pas la même. À ce qu'indiquait Valérie. Valérie est l'être le plus étranger au christianisme qu'on puisse imaginer, non seulement au catholicisme, mais au christianisme simple. Valérie ne comprenait rien à ce qu'il faisait toute la vie de Karine Pozzi. Elle s'étonnait, elle souffrait. Elle lui avait mis entre les mains des textes merveilleux. Il ne lui en parlait presque pas. Ce qui l'intéressait était tout à fait autre chose. Et encore, quand il ne lui apportait pas, il ne dessinait pas... des graffitis obscènes. Oui, d'ailleurs, l'image de Karine Pozzi dans le journal de Valérie, enfin dans les notes de Valérie, Karine Pozzi est ramenée exclusivement à son corps. Enfin, on ne sent pas qu'il a su qu'il avait en face de lui une des grandes âmes, un des grands esprits de l'époque. Si, il a senti une puissance considérable, mais de quelque chose qui lui était absolument égal, qui était l'esprit dans sa pureté. Voilà. Il s'intéressait à l'intelligence et pas à l'esprit. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Valérie ignorait des tas de choses. Il était beaucoup plus ignorant que Karine Pozzi, qui, lorsqu'elle attaquait quelque chose, allait jusqu'au bout. Valérie est un esprit, il faut bien le dire, c'est triste à dire, c'est un esprit remarquable. Il lui a appris beaucoup de choses, dans certains cas, en littérature pure, en stylistique, n'est-ce pas ? Mais à côté, il faut bien le dire, un esprit superficiel, effroyablement. Il ne comprenait pas. Alors, les rapprochements que vous faites avec la culture grecque sont doubles. C'est parce que Karine Pozzi elle-même était imprégnée de culture grecque et parce qu'elle retrouve par son cheminement les intuitions profondes de Platon. Je pense qu'elle était profondément platonicienne et que ça a été tout à fait essentiel à sa vie et à sa pensée. Et notamment sur quel aspect de sa philosophie, de sa démarche sur l'âme et le rapport avec le sensible.
L'âme et le sensible, je crois que c'est irremplaçable. J'ai donné, c'est un peu cuistre, mais il faut bien être quelquefois un peu cuistre, puis ça donne l'occasion quelquefois à certains d'apprendre ce que sans ça ils n'auraient pas l'occasion d'apprendre. J'ai retraduit un chapitre du Péripsuchès, pas pour jouer, mais parce que ça me paraissait essentiel. J'étais sûr qu'elle l'avait lu. Je suis sûr qu'elle aurait eu envie de le traduire. Mais c'est pas comme lorsque Valérie lui disait, vous savez, nous allons traduire, lui téléphonait, nous allons traduire la métaphysique d'Aristote. C'était d'abord énorme, et Karine Podi n'en était pas capable de traduire la métaphysique d'Aristote. Mais il disait ça par jeu, en partie. On passe de la matière pour arriver à l'immatériel. Ça, c'est une démarche. D'ailleurs, il y a une citation que vous donnez de Pascal que je ne connaissais pas, parce que dans l'édition de Brunswick, elle est simplement en note. Et vous la mettez en valeur, et je la trouve absolument magnifique. Je la lis. Qu'est-ce qui sent du plaisir en nous? Est-ce la main? Est-ce le bras? Est-ce la chair? Est-ce le sang? On verra qu'il faut que ce soit quelque chose d'immatériel. Immatériel. Voilà. Mais cet immatériel, il est dans le sentir. Oui. Mais tout, Pascal, je ne veux pas vous interrompre, certes. Je vous remercie d'avoir prêté tant d'attention à ce point-là. Mais il y a quelque chose qui me paraît, que j'ai retrouvé après, ce livre me poursuit, parce que j'ai retrouvé récemment quelque chose qui donnait raison à ce que j'avais dit sur Or et dans nous, dans Pascal, sur un mode, et sur il y a un texte que le pauvre Léon Brunswick truquait terriblement, et une comprenait visiblement rien, d'ailleurs, ou il ne voulait pas comprendre. C'est le texte qui s'appelle l'universel, morale et langage. On ne comprend rien. D'habitude, c'est à la fois singulier, dit Pascal, je veux dire, c'est à la fois universel et particulier. Mais il n'explique pas comment, Pascal. Il n'a pas eu le temps à ce moment-là. Mais si on voit ce que ça veut dire que la morale, pour Pascal, c'est essentiellement les mystères. Et la transmission du langage véritable dans sa profondeur, celui qui nous donne des réalités plus inconcevables, telles que nous sommes plus inconcevables sans le mystère que le mystère nous est inconcevable. Et d'un côté ça, et de l'autre côté, il y a le langage, ce que nous ne pouvons pas dire qu'en invoquant un modèle du goût que nous ne pouvons pas décrire ni démontrer. Le goût pur, ce qui nous saisit, ce qui nous prend. À quoi Karine Podi était tellement sensible? Or, les uns comprennent ou croient comprendre les mystères et les traduisent en abstraction, et les autres croient comprendre la réalité d'un modèle et ils savent bien qu'il y a une symbolique, qu'une maison est belle parce qu'elle est faite un peu comme une femme. Mais non, en fait, ils ne voient pas la jointure entre les mystères, d'une part, incompréhensibles et pourtant sans lesquels nous sommes incompréhensibles, et d'autre part, le langage, le goût, ce qui nous saisit sensiblement tout entier. Pierre Boutan, Karine Podi et la quête de l'immortalité, publié aux éditions de La Différence. Donc je rappelle, d'ailleurs, vous le signalez à la fin de votre ouvrage, Pierre Boutan, que Peau d'âme a donc été réédité dans une édition que vous critiquez, mais enfin le texte est quand même là et vaut la peine, a été publié également aux éditions de La Différence, ainsi que les poèmes ont été publiés chez Gallimard et réédités ensuite chez Gallimard en 87, et Agnès est publié également aux éditions de La Différence.